Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette session sur la mise en œuvre de Lab Management avec Team Foundation Server et Microsoft Test Manager. Est-ce qu'on m'entend? Alors moi je vous entends pas. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui. Vous m'entendez? Ok. Ouais. Oui, donc bonjour et bienvenue à tous pour ce live meeting sur la mise en œuvre donc de Lab Management avec Team Foundation Server 2010 et Microsoft Test Manager. Au niveau de cette session, donc on fera une première partie sur tout ce qui concerne les rappels et les prérequis. En fait, on va vous présenter rapidement des outils qui sont très liés à Lab Management, mais dont on ne va pas détailler le fonctionnement même aujourd'hui parce que c'est pas le but de la session. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet pour vous présenter Lab Management, essentiellement pour introduire ce qu'on va vous montrer dans la partie démonstration. Donc une grosse partie ensuite démonstration, on va essayer de vous montrer un maximum de choses sur les grosses fonctionnalités de ce que nous permet de faire Lab Management, à savoir la création d'environnements, réaliser des tests manuels au sein de ces environnements et au niveau des builds et des tests automatiques, voir comment on peut gérer ça avec nos environnements. Enfin, on fera un petit retour d'expérience sur les contraintes que nous on a rencontrées lors de nos tests, de toutes nos expériences autour de Lab Management, et pour terminer une petite conclusion. Avant de commencer, une petite présentation rapide de notre société. Donc, la société Itelios, qui est une SS2I créée en 2003, qui est implémentée à Paris, Mâcon, Lille et Sao Paulo. Trois axes majeurs de positionnement, du consulting et d'analytics, essentiellement au niveau e-commerce. On va accompagner les clients sur des conseils en stratégie, par exemple. Une partie projet qui est vraiment des réalisations de plateformes e-commerce, de gestion de contenu avec SharePoint, de la cartographie, etc. Et un pôle expertise donc pour tout ce qui est partie innovation, notamment avec Windows 8, les tablettes tactiles, toutes les nouvelles interfaces Kinect, etc. Conseiller, former et industrialiser donc autour de TFS. Je vais laisser la parole à Cyril pour présenter Magelia rapidement. Donc bonjour, je travaille chez Magelia. Donc Magelia, c'est un éditeur de logiciels e-commerce open source. Donc on travaille dessus depuis un an et demi. Et depuis quelques semaines, on a livré la première version donc publiquement. Donc si vous êtes intéressé d'en faire une boutique e-commerce en ligne, je vous invite à regarder ce qu'on propose sur www.magelia.org. Alors, on va se présenter aussi rapidement. Donc moi c'est Cyril Durand, je suis directeur R&D chez Magelia. Donc je m'occupe surtout de la mise en place de tout ce qui est architecture et aussi de la partie industrialisation avec TFS. Et j'ai un blog, blogspot-développeur.Cyril, et je suis MVP.net depuis 4 ou 5 ans. Moi c'est Guillaume Brou, donc de la société Itelios. Je suis consultant et j'interviens principalement sur des missions d'expertise autour de TFS, Lab Management, que ce soit de la mise en œuvre, de l'accompagnement chez les clients ou de la formation. Donc vous pouvez me retrouver également sur Twitter, sur mon blog, par adresse mail, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite la première partie, donc qui va être essentiellement des petits rappels et prérequis sur les outils qu'il faut connaître autour de Lab Management, mais dont on ne va pas vraiment détailler le fonctionnement aujourd'hui. Donc pour commencer tout de suite, un petit schéma qu'on retrouve un peu partout dès qu'on parle de TFS, c'est pour bien situer le contexte. Donc ici on retrouve en gros la gamme ALM de Microsoft, avec donc la partie serveur Team Foundation Server. Et aujourd'hui on va s'intéresser donc à la brique qui est tout en bas, Lab Management, qui est en gros la grosse dernière brique
que vous pouvez mettre en œuvre autour de TFS et de vos projets. Ensuite, au niveau des petits rappels, donc il faut déjà bien connaître, avant de parler de lab management, bien connaître tout ce qui tourne autour des builds. Pourquoi on va parler des builds? Tout simplement parce qu'on verra dans les démos que lab management en fait utilise des types de builds particuliers pour faire du déploiement sur les environnements et réaliser les tests. Donc qu'est-ce qu'un build? Très rapidement, en gros c'est un ensemble de données liées à un projet d'équipe qui vont permettre de définir un certain nombre de paramètres pour nos compilations. Donc ces différents paramètres sont regroupés dans ce qu'on appelle une définition de build. Et en gros, ça permet de répondre aux trois questions: quand, quoi et comment. Donc, quand est-ce que je compile? Est-ce que c'est un déclenchement manuel, automatique? Est-ce que c'est une intégration continue sur les check-in? Quoi compiler? Donc, quelle solution je vais compiler dans mon projet? Plusieurs. Et comment? Donc, quel type d'architecture, quel type de processeur, mode release, mode debug, etc. Ces définitions de build, elles utilisent ce qu'on appelle des templates de build, qui sont des fichiers XAML de type Workflow Foundation, donc qui décrivent l'ensemble d'activités que va réaliser votre build. Pour exécuter un build, il vous faut ce qu'on appelle un serveur de build. Alors là, selon votre architecture, vos projets, vous pouvez avoir un ou plusieurs serveurs de build. Tout simplement, imaginons le contexte où vous avez plusieurs builds à exécuter de façon parallèle sur plusieurs projets. Donc, l'avantage d'avoir plusieurs serveurs de build. Si on regarde rapidement qu'est-ce qui se passe lors d'un build, donc ici, je pars de ma partie, donc j'ai mes développeurs qui codent leurs applications et qui travaillent sous un environnement TFS, donc pour la gestion des sources, des work items, etc. Et à un instant T, je vais déclencher un build sur mon serveur de build et un certain nombre d'étapes vont se réaliser. Donc la première étape, ça va être la compilation des sources. Ensuite, l'analyse, on pourra avoir une partie analyse de code, une partie test unitaire pour exécuter tout ce qui est test unitaire dans notre build et avoir un rapport sur les résultats de nos tests. Une partie packaging, donc là, je pourrais faire des packages web deploy, des zip, tout ce que j'ai besoin pour packager mon application. Et ensuite, on a deux parties qui vont plus ou moins ensemble. Une partie déploiement automatique et ensuite des tests d'intégration. Ces deux parties, je vais pouvoir les exécuter sur un serveur d'intégration pour jouer mes tests. Et enfin, à la fin, le build va me construire un rapport qui va me dire les différentes étapes, donc leur état et leur statut. Ensuite, un autre outil qu'on va parler aujourd'hui, mais qu'on n'abordera pas dans les détails, c'est SCVMM, donc System Center Virtual Machine Manager, qui est en gros un outil qui permet d'administrer de façon centralisée une infrastructure serveur virtuelle. En gros, c'est un gestionnaire de serveurs Hyper-V, un ou plusieurs, qui va nous permettre de créer, configurer et déployer des machines virtuelles et de les gérer de façon très facile, que ce soit la question des ressources, des déplacements, des machines à chaud, etc. Donc je vous ai mis un petit lien sur la fiche produit de Microsoft pour ceux qui veulent vraiment plus de détails sur cet outil. Enfin, un dernier outil qu'on va utiliser aujourd'hui autour de la management, que vous verrez dans les démos, et qu'on va pas détailler non plus ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a déjà eu des sessions live meeting propres à cet outil. Donc il s'agit de Microsoft SVM Lab Manager. Donc c'est un outil qui est arrivé avec la gamme Visual Studio 2010 ALM, qui est indépendant de Visual Studio. Donc c'est destiné essentiellement aux testeurs fonctionnels, qui sont pas obligatoirement donc techniques. Vous l'avez avec une licence Visual Studio Ultimate ou bien une licence TC Edition. Et en gros, cet outil nous permet de mettre en place
un plan de test et d'exécuter et de suivre notre campagne de test fonctionnel. Évidemment, bien que cet outil soit indépendant de Visual Studio, il reste connecté à notre projet d'équipe grâce à TFS 2010. Voilà pour ces petits rappels. Donc, on va s'attaquer tout de suite au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc Lab Management, qu'on peut voir en gros très rapidement comme une plateforme de développement de tests intégrés via des laboratoires virtuels. Donc, Lab Management, qu'est-ce que c'est réellement en gros? Donc, le gros concept, c'est tout simplement de pouvoir connecter TFS à un serveur de virtualisation. Pour pouvoir réaliser cette opération, en fait, on utilise l'outil SCVMM, qui, en gros, c'est lui qui va gérer nos serveurs de virtualisation. Et donc, le TFS, lui, va se connecter à ce SCVMM pour utiliser les machines et les templates qui sont dans nos serveurs de virtualisation. Évidemment, Lab Management étant également notre système de build, dont on a parlé rapidement tout à l'heure au niveau des builds, on verra dans les démos qu'il y a des templates de build spécifiques pour Lab Management. Les grosses fonctionnalités de Lab Management, ça va être essentiellement donc, de gérer des environnements de test. Je vais pouvoir, grâce à mes templates de machines, créer des environnements de test similaires, par exemple, à mon environnement de production. Avoir un serveur web, un serveur de base de données, un client XP, un client Windows 7 par exemple. On va pouvoir également au niveau des grosses fonctionnalités faire du déploiement automatique. Donc je vais pouvoir déployer automatiquement mon application sur mes environnements de test pour ensuite exécuter mes tests, soit de façon manuelle avec l'outil Test Manager, soit les exécuter de façon automatique. Donc pour expliquer vraiment le fonctionnement au niveau de l'architecture, si on prend un exemple concret, moi je suis un éditeur de logiciel ou une SS2I, et j'ai mes petits développeurs donc, qui codent leur application. Évidemment, tout ce qui est, dès qu'on travaille en équipe, c'est bien d'avoir un gestionnaire de contrôle de code source, donc j'ai mis en place un serveur TFS avec différentes briques que j'utilise. Donc la gestion des codes sources pour gérer le versionning, le stockage des sources. Ensuite, j'ai mis en place la gestion des work items, donc ce qui va me permettre de traiter mes exigences sur mon projet, mes tâches, mes bugs, les affecter à mes différents développeurs, etc. J'ai également mis en place un build, tout simplement un ou plusieurs définitions de build, pour valider la compilation de mes sources et du travail de mes développeurs. Ensuite, évidemment, je fais intervenir mes testeurs et mes chefs de projet au niveau des test case management. Donc c'est eux qui vont écrire et exécuter un ensemble de tests sous forme d'un case test dans Test Manager. Et la dernière étape, donc la problématique qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me poser la question. Donc ici, je fais les tests jusqu'à maintenant de façon manuelle et on va dire en local sur la machine du testeur. Ce qui m'intéresse, ça serait de pouvoir tester mon application sur des machines cibles, donc qui vont être un peu différentes de celles du testeur pour tester différents cas et vraiment tester tous les cas possibles chez mon client. Par exemple, tester un site web sous une machine sous XP 6, tester une appli Windows sur une machine, un client Windows 7 qui n'a pas forcément tous les prérequis, voir comment ça réagit. Donc pour ça, j'ai mis en place un serveur SCVMM et grâce à la mise en place de ce serveur, j'ai pu utiliser via TFS la connexion via Lab Management en configurant la partie Lab Management. J'ai juste à lui indiquer en gros les informations de connexion à mon serveur SCVMM. Ce serveur SCVMM, il va mettre à ma disposition deux choses importantes. Donc,
un partage de librairie, ici, qui va contenir quoi? En gros, il va contenir des templates de machines que j'aurais préparé à l'avance, donc un template Windows 7, un template Windows XP, un template de serveur web, etc. Chacun de ces templates doit avoir trois grosses briques qui vont être très utiles pour la gestion de lab management et de tout ce qu'on pourra faire dans nos environnements. C'est en gros la mise en place de 3 agents. Donc on a un lab agent, un test agent et un build agent sur chacun de nos templates. Le lab agent, en gros, il va permettre d'interagir avec le système de la machine virtuelle pour effectuer toute la partie configuration nécessaire pour nos tests dans nos environnements. Ensuite, on a le test agent qui va nous permettre, lui, de pouvoir exécuter et récolter tous les indicateurs nécessaires à la réalisation de nos tests et aux résultats. Et le build agent, là, c'est pour la partie déploiement automatique. Il veut pouvoir déployer sur les machines mon application. On va passer donc par le build agent. Ensuite, dans les CVMM, donc qui gère mes hôtes Hyper-V, je vais lui dire de m'instancier justement des machines virtuelles à partir d'un template dans mes hôtes Hyper-V pour constituer mes environnements. Donc mon environnement, ça va être une ou plusieurs machines, peu importe. On verra dans les démos ce qu'on peut faire. Donc évidemment, ces machines, elles ont nos 3 agents. Et comment ça va être dit avec TFS? Tout simplement, le test agent est piloté par le test contrôleur qui lui est rattaché au gestionnaire de test case management de TFS. Et mon build agent qui est lui piloté par un build contrôleur qui est relié à TFS au niveau de la gestion de mes builds. Voilà pour la partie architecture de lab management. Donc si on résume rapidement qu'est-ce que j'ai besoin au niveau de mon architecture, la première démarche, c'est installer et configurer mes différents hôtes Hyper-V. Évidemment, ça peut être des hôtes Hyper-V existants déjà sur votre infrastructure. Ensuite, installer et configurer CVMM. Configurer Lab Management pour TFS. Donc ici, ça va juste dire à TFS, faire le lien entre TFS et SCVMM. Ensuite, Cyril montrera via les captures d'écran, enfin via la démo plutôt, les différents écrans. Il faut également configurer Lab Management pour chaque collection de projets d'équipe. Et enfin, donc installer le contrôleur de build et le contrôleur de test pour pouvoir piloter nos différentes machines virtuelles dans nos environnements lors de nos tests. Je vais passer la main à Cyril qui va vous montrer 2-3 écrans très utiles. Hop, on va basculer. Cyril, voilà. Alors concrètement, nous, manière assez théorique, on a pu voir que la management c'était vraiment quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre, parce qu'on avait beaucoup de machines, on a beaucoup de choses à installer. Donc je vais retourner un peu sur des choses un peu plus concrètes, montrer comment ça fonctionne concrètement et qu'est-ce qu'il y a installé, qu'est-ce qu'il y a exactement installé. Alors, je vais vérifier le partage d'écran. Eh bien, bon. C'est pas une discussion là. C'est normal. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, dans le cadre de nos tests qu'on fait avec le management, on n'a pas voulu prendre le risque d'installer ça sur une infrastructure de production, parce qu'on fait des tests et qu'on joue, on essaie d'isoler un petit peu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé le tout sur une seule machine. Donc c'est pas du tout la configuration idéale, mais techniquement c'est possible. Donc on a juste une petite machine, donc vraiment pas le minimum. Enfin, le minimum, vous allez voir, c'est quand même une machine assez costaud, mais le minimum pour faire tourner la machine.
Donc dessus, on a installé tout ce qu'il faut pour qu'on ait un environnement, une infrastructure complètement isolée du reste de la production. Donc là, on peut voir cette machine. Donc ici, on voit le serveur Hyper-V. Donc désolé, c'est un peu long parce qu'on passe à travers un VPN, donc ça prend un petit peu de temps. Mais là, on voit qu'on a installé, on voit les différentes machines qui sont installées. Donc pour faire fonctionner la management, la première chose qu'il faut, c'est un Active Directory pour la gestion des comptes au niveau de TFS. Ensuite, il faut un serveur TFS, un serveur SQL, un serveur de build, un serveur SCVMM, et ensuite les différentes machines de l'environnement. Et on a aussi rajouté ici un client sur lequel on peut faire les démos. Donc là, on peut voir que juste pour avoir une infrastructure de management assez simple, si on veut isoler complètement les différentes applications, avoir quelque chose d'assez propre, il faut au minimum 5 à 6 machines, sachant que la management, son objectif, c'est de créer des machines, des environnements virtuels. Donc il faut vraiment avoir une infrastructure assez importante pour mettre en place la management. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de SCVMM. Hop. Alors, on va montrer rapidement SCVMM à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc SCVMM, c'est une console d'administration qui va permettre de piloter les différentes machines d'une ferme Hyper-V. Hyper-V ou d'ailleurs même VMware, il semble qu'il y a un plugin avec un ESX, VMware ou autre. Donc là, on va pouvoir piloter l'ensemble des machines virtuelles de l'infrastructure. Donc là, on voit que j'ai des machines qui sont arrêtées, on va pouvoir basculer une machine virtuelle d'un serveur Hyper-V physique à un autre. On va pouvoir faire des snapshots, on va pouvoir faire tout ça. Donc ça, c'est SCVMM qui le permet. Donc je clôt la parenthèse sur SCVMM puisque ça me fait vraiment complet. Et SDFX, c'est juste une toute petite partie de SCVMM pour le pilotage des machines virtuelles. Donc là, si vous voulez installer un environnement pour la management, la première chose qu'il faut faire, après avoir installé SCVMM, c'est au niveau de la console d'administration TFS, il faut indiquer au niveau de l'onglet la management qui se trouve ici, vers quel serveur SCVMM TFS est connecté. Donc là, ça se fait, on lance la console d'administration TFS, dans l'onglet la management. Ici, on peut configurer ou reconfigurer l'interconnexion avec SCVMM. Et après, on donne le nom du serveur SCVMM. Là, éventuellement, les paramètres d'isolation de réseau. Et ensuite, l'accès au service web de SCVMM. Ensuite, pour chacun des projets, on a un onglet la management qui apparaît, qui permet de spécifier pour chaque projet quelle librairie il va utiliser, est-ce qu'il a des autres préférés. Par exemple, si on avait une infrastructure TFS assez globale, assez mondiale, on peut imaginer avoir une instance TFS mondiale et avoir un projet en Inde et un projet aux États-Unis. Du coup, on installerait un autre Hyper-V en Inde et le projet, on pourrait dire, le projet indien utiliserait l'autre indien. Donc c'est ici, on peut configurer le host, on peut configurer sur des choses au niveau de la SCVMM, au niveau de la management. Donc là, c'est la première étape pour installer et configurer la management. Donc on va passer tout de suite à la démo. Alors Cyril, on va juste tu peux me mettre sur la solution. Donc tout bêtement, on va partir d'un exemple d'application. Donc moi, je suis un éditeur de logiciel et j'ai codé cette nuit, enfin mes développeurs ont codé une super application cette nuit qui s'appelle Coding for Fail, qui permet en gros de publier très rapidement différents petits qui fait que vous pouvez trouver lorsque vous parcourez des exemples de code de vos développeurs ou autres. Alors le but c'est pas de se moquer évidemment, c'est juste de rigoler, donc voir si vous trouvez des commentaires assez sympas dans les différents codes que vous parcourez ou des choses vraiment monstrueuses au niveau du code. Donc mon application ici, elle est composée d'une couche d'accès aux données
avec Entity Framework, d'un projet de base de données pour gérer le versionning de la base de données. Ensuite, on a développé une couche service au data pour accéder à distance, donc interroger à distance la base de données. Et une couche donc UI qui est une API WPF, un client WPF. On aurait pu faire un client web, on a choisi de changer un peu le contexte et de vous montrer une appli Windows au sein de Lab Management. Donc voilà. Donc moi, mon souci aujourd'hui, c'est que j'ai mis en place TFS, j'ai mis en place la gestion des codes sources, des work items, et j'ai mes testeurs donc, qui travaillent avec Test Manager pour réaliser tous les tests fonctionnels pour valider l'application. Aujourd'hui, Cyril, moi, ce qui me pose comme souci, c'est que mes testeurs, en fait, ils testent vraiment sur leur machine et sur leur machine qui est configurée évidemment pour que l'application fonctionne correctement. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est savoir si il serait pas possible de faciliter à mes testeurs, de donner la possibilité à mes testeurs de tester mon application, par exemple sous un XP et ensuite sous un Windows 7 ou même un Mac si le cas s'y propose. Est-ce que tu as une solution pour moi? Oui, j'ai une solution. Donc en fait, justement, c'est l'objectif de la management. La management, ça va te permettre de créer un environnement de test pour tes testeurs. Donc là, si on regarde concrètement ce que ça veut dire, là, tu as configuré au niveau de ton projet, tu as configuré les différents test cases. Donc là, on peut voir, il faut qu'on vérifie qu'on puisse se loguer, on a défini différents tests, etc. Donc là, c'est avec la partie Microsoft Test Manager. Ensuite, toi, ce que tu aimerais, c'est que depuis ici, quand les testeurs ils testent dans l'onglet test, que plutôt qu'ils testent localement, c'est qu'ils testent sur un environnement dédié, un environnement propre, qui soit mis à jour à chaque fois, avec une application propre, qui correspond à la dernière version de l'application, et pas une application qu'un développeur a buildé de son côté, et qui a sous le manteau, etc., avec des bugs de je sais pas trop où. Donc là, la management va justement permettre d'avoir un environnement de test. Alors comment ça fonctionne? Une fois qu'on a lancé Test Manager, on a ici la possibilité de passer du Testing Center au Lab Center. Quand on passe au Lab Center, donc là on a déjà créé un premier environnement, mais imaginons qu'on n'a pas d'environnement de créer. Donc quand on va passer sur Lab Center, on n'a pas d'environnement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouvel environnement. Donc on a trois possibilités pour faire un nouvel environnement. Soit on fait un environnement à partir de machines physiques, donc vous avez des serveurs physiques et qui sont déjà configurés, et vous prenez ces serveurs et vous leur dites, en fait ce serveur-là, c'est mon serveur web, c'est mon client Windows 7, c'est mon client Windows 8, c'est etc. C'est mes différents clients, c'est cela. L'autre possibilité, c'est de dire, ok, moi j'ai des machines virtuelles, et je veux dire la même chose, je veux que cette machine virtuelle-là, elle va être utilisée pour un serveur web, un serveur SQL, etc. L'avantage de ces solutions par rapport à l'environnement physique, c'est vu que Lab Management est connecté à SCVMM, les testeurs sont capables de faire un snapshot, c'est-à-dire qu'avant de faire le moindre test, ils vont pouvoir faire revenir dans tout leur environnement à l'état initial, donc on n'aura pas l'application qui est déjà installée, on n'aura pas à désinstaller l'application ou à refaire des réglages comme ça. La dernière solution, et c'est la solution que je vais vous montrer, c'est de faire un environnement virtuel à partir de ton test. Donc là, Guillaume m'a expliqué qu'au niveau des SCVMM, on pouvait avoir des templates de machines préconfigurées. Donc on pourrait imaginer dans une grosse société avoir un administrateur qui va configurer un serveur pour SQL, un serveur web, un Windows 7 avec IE7, un IE8, un Windows 7 avec IE9, un Windows XP avec IE6, IE7, IE8, IE9. On pourrait imaginer avoir un ensemble de machines, donc une cinquantaine de machines par exemple, et de dire et l'objectif justement de
de la création d'un environnement virtuel. On lui donne un petit nom. Alors, test, voilà. Et ensuite, au niveau de l'onglet machine, on pioche quelles sont les machines que j'ai dans mon environnement. Donc ici, j'ai deux templates que j'ai créés. Donc j'ai créé un environnement, un template desktop. Donc je fais add environment. Donc là, je vais dire, bah, ça c'est mon client Windows 7. Ensuite, je peux dire, bah moi il me faut deux Windows 2008 R2 parce qu'il me faut un serveur web et un serveur SQL. Donc là, je vais pouvoir modifier, dire que là c'est un serveur de base de données. Donc là, on va pouvoir composer notre environnement. Donc on peut imaginer sur des gros projets avoir un environnement composé d'une vingtaine de machines, parce que si on est dans un environnement web, ou alors même en une application Windows, est-ce qu'on a le XP avec le SP3, Vista, 7 avec le SP1, 7 avec Office, 7 sans Office, 7, etc. On peut imaginer avoir plein de configurations différentes. Donc du coup, on a besoin d'avoir plein de machines virtuelles différentes. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir éditer les machines. Donc le template par défaut va nous proposer un ensemble de configurations. Donc typiquement pour la RAM, pour le client, il nous propose 1 giga. Pour les serveurs, il nous propose 2 gigas. Au niveau du projet du système d'exploitation, on va pouvoir indiquer le nom de la machine. Donc par défaut, c'est étoile, ça veut dire que le nom il sera auto-généré. Le mot de passe admin, le produit key, le time zone, etc., etc. Donc on a un ensemble d'informations qu'on peut déjà préconfigurer. Après, on va dire, bah en fait, mon test, mon environnement, qu'est-ce que je fais sur cet environnement? Est-ce que c'est juste un environnement qui va pas être utilisé par le management, juste être disponible par le management? Ou est-ce qu'on veut faire plus de choses? Est-ce qu'on veut exécuter des tests sur cet environnement? C'est-à-dire lancer un test UI et faire en sorte que tout marche bien? Est-ce qu'on veut exécuter des workflows, donc des déploiements automatiques? Et enfin, est-ce qu'on veut activer l'isolation réseau pour cet environnement? Donc ça, c'est vraiment pour les IT. Si on a un gros projet et qu'on a plusieurs environnements en parallèle, on doit avoir une isolation d'un point de vue réseau pour travailler sur un VLAN complètement distant. Ensuite, l'autre étape, bah, c'est une étape de résumé. Et ensuite, quand on clique sur Finish, là, automatiquement, le management, il va prendre des templates de machines, et il va créer, il va instancier des machines virtuelles à partir de ces templates et configurer comme on lui a demandé ces différentes machines. Donc là, je ne vais pas cliquer sur Finish parce que, avec l'environnement qu'on a, ça peut prendre 3 à 4 heures parce que, bah, on va copier des templates de machines. Les templates de machines, ils font 20 à 30 gigas. Donc, on a quand même pas mal de copies, la configuration, etc. Ça prend un peu de temps. Et c'est aussi pour ça que d'un point de vue infra, il faudra des disques durs qui sont relativement rapides pour pouvoir faire des copies de 20 à 30 gigas assez rapidement. Donc là, voilà. Là, j'ai déjà créé, histoire de gagner quelques heures, j'ai déjà créé un environnement. Donc là, on voit, il n'y a rien de particulier. La seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai créé que deux machines. Un client et un serveur dans lequel on aura le serveur web et la base de données. Ici, on peut voir que j'ai mes deux machines qui sont up, testing et workflow, c'est lancé. On peut s'y connecter. Et là, à partir de cette interface, Guillaume, ton testeur, il sera capable de lancer ses tests sur un environnement propre. Donc ici, on peut voir, on peut gérer les snapshots. Donc le testeur, il peut revenir à l'instant initial. Donc il peut faire ses tests, il peut faire une bêtise et ensuite automatiquement il peut revenir à l'instant T. S'il détecte un bug, il peut créer un snapshot et ensuite automatiquement, quand le testeur va le tester depuis, hop, ce n'est pas là, c'est ici. Donc quand le testeur va lancer son test ici, automatiquement on va pouvoir prendre un snapshot de cet environnement et ce snapshot, l'ID du snapshot sera associé au bug que le testeur va créer et du coup le développeur il aura directement accès à son snapshot, donc il pourra directement voir l'application à l'instant où ça a planté. Donc du coup il peut directement débugger, attacher un Visual Studio et faire tout ce qui va bien. Donc là, Guillaume, ça permet de répondre à ta question. Comment les testeurs peuvent tester l'application sur un environnement propre et isolé?
Ok, c'est très bien, ça va me faire pouvoir gagner beaucoup de temps au niveau enfin surtout tester beaucoup de choses et beaucoup de configurations possibles. Maintenant, j'aimerais encore aller plus loin et gagner du temps. Est-ce qu'il serait pas possible, vu que là, les tests fonctionnels avec Test Manager, c'est essentiellement des tests UI, est-ce qu'il serait pas possible d'enregistrer et de jouer de façon automatique mes différents tests UI, en fait? Alors, je repasse juste vite fait sur... Alors, donc là, on va repasser rapidement sur les slides. Donc, ce que tu me demandes, hop. Donc, ce que tu me demandes, en fait, c'est à partir de cet environnement, tu aimerais qu'on lance un build. Donc, un développeur, il fasse un check-in, il lance un build, ou toutes les nuits, ça lance un build. Que derrière, TFS va donner l'ordre au serveur de build de créer un package, donc de créer un build, de compiler les binaires et de faire un package de build. Et ensuite, que la management prenne le relais et envoie et déploie automatiquement ces binaires sur le service web sur le serveur web, la base de données sur le serveur SQL et l'application UI sur le client Windows 7. Et ensuite, en plus, tu aimerais que derrière, ça lance automatiquement les tests. Tout à fait. Ok, en fait, la management permet de faire ça. Alors, comment ça fonctionne? Il y a quand même deux, trois choses à faire. La première chose, je vais repasser sur les démos. Tu peux faire... Celui-là. Oui, je pense. On doit voir mon écran. Non. C'est à toi de le prendre. Alors, par contre, je sais plus où je le trouve. Contente, on va y arriver. Pourquoi ils m'ont mis deux? Attends, une 3 là. Hop. Voilà, on y est. Donc, la première chose qu'il faut qu'on fasse, on est d'accord que ici, on a... Hop, c'est un petit peu long, excusez-moi. Voilà, donc là, tu es d'accord, Guillaume, tu as défini tes test cases. Maintenant, toi, ce que tu aimerais, la première étape, c'est de pouvoir automatiser ces test cases. Donc là, ce qu'on va faire au niveau de notre projet, dans le projet de test, on va faire hop, add new codier du high test. Donc là, lorsqu'on fait ça, on a deux possibilités. Soit on crée un nouveau test UI et c'est le développeur, enfin le créateur du test UI qui va faire son test. Donc il va dire je veux que tu fasses ça, ça et ça et ça, etc. Soit on peut aussi utiliser l'enregistrement qui a eu lieu au niveau du test case. Donc là pour la démo, on va faire simple, on va créer un nouveau test. Donc là j'ai dit ok, je vais enregistrer les actions. Donc là on voit que le code du high test builder apparaît. Donc j'enregistre. Et là je vais dire que je vais lancer mon application. Alors là la petite astuce pour lancer l'application, c'est de passer par la touche Windows R parce qu'on ne sait jamais où se trouve l'application et vu que le test va être joué sur plein d'environnements, le plus simple c'est de le lancer avec Windows R, enfin c'est ce qu'on a trouvé de plus simple et qui fonctionne dans tous les cas. Donc là, j'ai buildé l'application, je l'ai mis dans ces programmes fins, etc. J'appuie sur Entrée, ça me lance mon application et après je vais pouvoir faire mes différents asserts pour vérifier que là, j'ai bien un login qui soit affiché, etc. etc. Donc faire complètement mon test et vérifier que mon application fonctionne bien. Donc là, je vais arrêter de faire le test, parce que ça va prendre un petit peu de temps. Yes. J'ai déjà fait... hop. Donc j'ai déjà fait moi un premier test, donc on peut le voir ici. Donc j'ai déjà fait un premier test qui va justement me lancer mon application, vérifier que j'ai bien login, que quand je tape mon login mot de passe, je me connecte, que je puisse rajouter tout ça. Donc là j'ai déjà fait mon test. Une fois qu'on a fait le test automatique, il va falloir dire à la management mon test, comment mon test est associé, comment mon test UI est associé à mon test case. Donc pour cela,
Si je regarde, si j'ouvre mon test case, donc là, j'ai un onglet Associative Automation, et dedans, je peux choisir mon test case. Donc là, on peut voir mon test UI. Là, on peut voir que j'ai mes deux tests UI que j'ai fait. Donc là, j'ai déjà associé mon test case application login avec mon test UI login test.test. Donc là, après, pour chacun des tests cases, il faudrait faire la même chose pour faire en sorte que tout aille bien. Donc là, c'est la première étape de pouvoir définir, de pouvoir associer un test UI à un test case. Ensuite, il va falloir faire en sorte que on crée un nouveau type de build pour que la management puisse jouer, puisse déployer, puisse d'une part builder l'application, déployer l'application, puis jouer de façon automatique nos différents tests. Donc comment ça se passe? Au niveau des builds, on peut créer un nouvel build définition. Et là, au niveau de l'onglet process, peut-être que vous avez déjà vu, mais en fait, on peut choisir le process. Donc là, c'est un fichier XAML, c'est du Workflow Foundation 4. On peut dire soit le default template, donc c'est le template que l'on connaît tous, ou soit un template, lab default template. Donc si je sélectionne ce template, on voit ici que les paramètres changent et qu'on peut configurer les différents paramètres. Donc là, on se retrouve au niveau du build la management qui va justement permettre de déployer automatiquement et de tester de façon UI, de tester de façon automatique son UI. Donc la première étape pour paramétrer ce build, c'est de choisir l'environnement sur lequel on se trouve. Donc là, c'est assez simple, on a qu'à faire l'environnement, mais on peut imaginer avoir un environnement d'intégration, un environnement de qualification, un environnement, on peut imaginer plein de scénarios différents. L'environnement d'intégration, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, l'environnement d'intégration, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure avec les deux machines. Ensuite, on peut dire au build, la build, est-ce que tu veux revert, est-ce que tu veux revenir, est-ce que tu veux remettre l'environnement à un instant et à un instant T, est-ce que tu veux supprimer tous les tests qui ont été faits, nettoyer l'environnement et donc leur appliquer un snapshot. Donc là, on va le faire. Donc là, on a la liste des différents snapshots qui ont été pris sur l'environnement. Donc moi, ce que je dis, c'est à chaque fois que je lance à la build, je veux que tu me réappliques le snapshot initial. Après, on a l'étape de build. Donc build, au moment où on se lance compilation. Donc là, on a la possibilité de choisir quel build on veut utiliser. Donc soit on va créer un nouveau build, c'est-à-dire que comme on va lancer à la build, et ce build va lancer un nouveau build, un build classique qui va compiler le binaire et qui va créer le package de déploiement. Ou alors, on peut aussi utiliser un ancien build, donc dire je vais utiliser le build 1.0.3 ou etc., etc. On peut vraiment choisir sur le binaire qu'on va utiliser pour le déployer automatiquement et faire les tests. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un new build. Donc à chaque fois qu'on va lancer un build, un lab build, on va lancer un build classique. Donc là, il faut bien avoir défini nos builds avant. Oui, il faut avoir défini. Là, par exemple, le build release, c'est un build que j'ai défini pour mon projet. C'est ça, le build release, c'est le build que tu as défini pour ton projet classique, où tu compiles, où tu crées ton package du déploiement. Ensuite, on a l'onglet deploy. Donc là, c'est est-ce que je veux activer le déploiement automatique. Donc là, on va pouvoir exécuter des scripts. Donc je vais vous montrer tout à l'heure les scripts, c'est assez compliqué. Je vais vous montrer avec le code terminé. Donc là, on va pouvoir dire, ok, je veux jouer tel script sur test agent. Donc je vais pouvoir récupérer des variables d'environnement, récupérer mon package et faire un déploiement pour un Xcopy par exemple. Ou alors, pour le serveur web, faire un déploiement avec web deploy, ou pour la base de données avec l'outil en ligne de commande qui permet de déployer les projets des projects. Et enfin, la dernière étape, c'est est-ce que je veux lancer mes tests.
Donc là, on va choisir le test plan. Donc là, pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Donc on dit, je veux lancer le coding test plan, et c'est ce coding test plan qui contient le test case, qui lui contient le test UI. Donc c'est à partir de là que la management va être capable de récupérer le coding du high test et le jouer de façon automatique sur l'environnement qu'on aura sélectionné. Là, vous pouvez voir qu'il nous a demandé un environnement, un test settings. Ce test settings, par défaut, il n'y en a pas, il faut le créer. Et on le crée au niveau de MTM. Alors, pour le créer, on se trouve au niveau de l'onglet plan, dans les propriétés. Ici, on peut voir que j'ai créé mes test settings qui s'appellent auto test settings. Et c'est là-dedans qu'on va configurer sur quelle machine je vais exécuter mes tests, qu'est-ce que je veux faire au niveau de mes tests, est-ce que je veux enregistrer une vidéo, est-ce que je veux enregistrer l'information IntelliTrace, est-ce que je veux activer le test impact, ce genre de choses. Donc là, on va sélectionner les rôles. Donc là, on va dire que on va sélectionner le serveur web et le serveur le client. Après, au niveau de data diagnostic, on va pouvoir dire est-ce que je vais activer test impact ou est-ce que je vais activer la vidéo. Donc moi, j'ai activé la vidéo parce que je trouve ça vachement d'avoir une vidéo test et quand ça plante, on voit exactement d'où ça vient. Et j'ai aussi activé IntelliTrace qui nous permet d'avoir les états, l'information sur le dump en cas d'erreur. Hop, on va annuler tout ça. Donc voilà, donc là j'ai configuré un premier lab build. Ici, je vais en lancer un coding for donc celui-là je vais aussi annuler. Donc là, je vais lancer un build lab que j'ai appelé test. Few. Et donc là, on peut voir que le build test se lance, et ce build test, il va aussi lancer un build release. Ok, donc là on voit qu'il a lancé un build de release. Donc là je vais l'annuler parce qu'il est en train de me réappliquer le snapshot. Donc du coup ça va me reprendre la mémoire et au niveau du disque dur ça va un petit peu m'annuler tout ça. Donc ça va prendre un petit peu de temps et un build de lab me prend environ un quart d'heure parce qu'il faut qu'il me compile une première fois, puis me reverte le snapshot, puis me déploie l'application, puis teste l'application, etc., etc. Donc on va aller directement sur le résultat. Enfin, on va essayer. Il n'a pas l'air d'essayer. Non, il n'a pas l'air d'essayer. Donc, j'attends bien, j'avais prévu le coup. Donc on va aller directement au résultat. Si on regarde dans la partie test, ici on peut voir les test runs. Là, on va voir les différents test runs qui sont exécutés. Donc là, on a eu un dernier test run qui a été exécuté hier soir à minuit 36. Je l'ouvre. Là, je peux voir que j'ai mes deux tests, donc mes deux tests cases qui ont été définis. Là, je vois que il y en a un qui a été passé avec succès et un qui n'a pas été exécuté parce que c'est un test manuel. Donc, si je regarde sur celui qui a été exécuté, là, je peux voir au niveau de mes attachments. Si tout se passe bien. Oui, s'il a envie. S'il a envie, ouais, c'est vrai qu'il est un peu capricieux. Donc là, au niveau du attachment des attachments, je peux voir tout ce qui a été connecté par mon test agent, notamment un fichier screen capture.xesc. Donc un fichier xesc, ça se lie avec MediaPlayer. Donc là, juste pour terminer la démo et pour compléter, on voit la vidéo de mon test. Donc là, j'ai absolument rien touché. J'ai lancé un build, ça m'a créé une vidéo. Et ici, on peut voir que je suis sur l'environnement Windows 7. Là, donc ça prend un petit peu de temps, le temps d'initialisation. Là, on voit qu'il me lance l'application.
Là, tu fais rien. Faut bien Là, pour préciser. l'instant, je ne touche pas au clavier, je ne fais absolument rien, c'est vraiment une vidéo. Et ça, c'est vraiment l'AM Management qui a fait de façon automatique sur un environnement. Il a déployé automatiquement l'application. Il a ensuite, grâce aux différents agents, il a lancé les tests UI. Et là, si tout se passe bien, il va lancer l'application. Et il va pouvoir appeler le web service qui lui-même va appeler la base de données. Et tout ça, c'était déployé from scratch. Donc c'est vraiment le build qui a tout déployé et qui a vérifié que tout fonctionnait bien. Donc là, on peut voir que tout se passe bien. Mon test réussi. Voilà, donc là, après, on l'a pas vu parce que justement c'était la fin du test. Il s'est connecté et après, une fois qu'il s'est connecté, il s'est arrêté. Donc malheureusement, on l'a pas vu. Mais le test a été succès. Juste, et après je terminerai là-dessus. Tu peux me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Et bien la même chose, au niveau des test run, on aurait, alors, analyse test run, et je vais en prendre un qui plante. On en a eu aussi. Donc juste celui d'avant, il n'a pas... Voilà, donc celui d'avant, il a planté. On peut voir ici qu'il y en a un qui n'a pas fonctionné. Si je l'ouvre, on va voir le attachment, on va voir un fichier iTrace, et ce fichier iTrace, ça contient tout le dump mémoire de l'application, et si je double-clique dessus, donc là on le voit, il est assez lourd, c'est le dump de l'application. Alors il faut juste que je sélectionne le bon, donc là, coding forfait UI. Donc si je l'ouvre, et je vais terminer par ça, donc là, le fichier iTrace, ça s'ouvre avec Visual Studio. Donc là, par contre, il faut un Visual Studio Ultimate pour avoir un tel iTrace. Et là, on peut voir, on peut lancer un debug. Start debugging n'est pas encore, il faut qu'il analyse, donc ça prend un petit peu de temps. Mais une fois qu'il a analysé le fichier, le dump, il va nous permettre de lancer le debug et automatiquement, on va pouvoir naviguer dans le call stack et tout ce qui va bien depuis Visual Studio. D'ailleurs, on voit déjà ici l'exception qu'on a eue. Donc, on a eu une erreur as occurred et on a le call stack. Et si on veut maintenant l'analyser, on peut faire start debugging et automatiquement, on peut avoir les variables privées, etc. Donc, on pourra vraiment débugger alors que là, si on fait un bilan de la démo, qu'est-ce qui se passe? C'est on lance un build, on a une compilation qui va générer le package va être déployé sur un serveur web, un serveur SQL et un client Windows 7. Les tests vont être exécutés de façon automatique et en cas d'erreur, Visual Studio, le test agent va prendre un fichier IntelliTrace et ensuite l'associer au TSQL pour que ensuite le développeur puisse analyser. Donc là, on est vraiment dans l'intégration continue. Automatiquement, le développeur va savoir où ça plante, va avoir une vidéo et va voir tout ce qui va bien. Voilà, donc on va s'arrêter là sur la présentation, sur la démo. On pourra avoir encore beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps file. Je vais faire une petite conclusion. Hop, je vais revenir sur les slides. Hop. Donc il y a quelques slides qu'on a sauté volontairement. C'est des slides qu'on vous a mis pour avoir un support. C'est des choses qu'on vous a présentées dans la démo. Et au niveau des commentaires également des slides, je vous ai rajouté un certain nombre d'informations autour du sujet. Et juste pour compléter ce que dit Guillaume, on a aussi rajouté des slides qui sont cachés, qui font la capture d'écran de toutes les démos. Donc au total, le slide doit faire 90, la présentation fait 90 slides avec une cinquantaine de captures d'écran. Donc vous pouvez regarder, ça vous évitera de refaire la démo. Donc si on passe rapidement au niveau des contraintes, donc Cyril, l'infrastructure, alors d'un point de vue infra, on a vu tout à l'heure que il fait déjà hyper performant parce qu'on va manipuler un gros volume de données. Un snapshot, quand on a un environnement qui fait 4 ou 5 machines, et on va avoir un snapshot, ça va faire 4 ou 5 gigas. Donc à chaque test, il va falloir restaurer 5 ou 6 gigas. Si on fait un environnement, il faut 20 gigas par-ci, 20 gigas par-là. Enfin, quand j'ai fait dans les environnements, j'ai changé
En une matinée, j'ai changé presque un téradonné parce qu'il faut vraiment changer dans tous les sens. Donc ça, c'est assez lourd. Ensuite, il faut installer SCVMM. Donc installer SCVMM, c'est pas un petit outil, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va installer d'un point de vue pour l'entreprise entière et pas juste pour la partie test. Donc c'est vraiment un projet d'entreprise et pas juste un petit projet pour la partie développement. Donc c'est assez lourd aussi à installer. Et enfin, il y a une interaction assez forte avec plusieurs gros produits Microsoft, donc Active Directory, TFS, SCVMM, SQL, SharePoint. Donc il faut avoir des connaissances dans ces différents produits. Et du coup, l'installation de la management, c'est assez lourd, d'un point de vue infra, mais aussi d'un point de vue sécurité, politique de sécurité, parce qu'il faut créer des comptes, il faut créer plein de comptes, il y a beaucoup de services à configurer, donc c'est assez lourd. Et là, juste, moi, si je devais installer un environnement, refaire l'environnement que j'ai installé, il faut minimum 2 à 3 jours d'installation pour une installation qui fonctionne à peu près. Très rapidement, les autres contraintes humaines qu'on a identifiées, donc principalement, ça va beaucoup bouleverser le fonctionnement de la gestion de votre projet. Notamment, ça va faire intervenir différents services, que ce soit l'IT pour créer les templates, les testeurs pour créer les test cases, évidemment les développeurs, les chefs de projet. Donc tout ça, il faut peut-être changer les habitudes et voir comment s'organiser. Et ce qui rejoint la partie que Cyril a parlé au niveau infrastructure, c'est tout ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est gestion des droits. Puisqu'on interagit avec plusieurs outils, c'est assez compliqué de bien paramétrer les différents droits de chaque personne dans les différents outils. Et enfin, les structures économiques, donc au niveau évidemment du coût de l'infrastructure, en fonction de vos projets, de vos besoins, la config des machines, les disques durs performants, etc. Contraintes économiques également au niveau des licences, puisqu'il va falloir installer tous les outils qu'on a cités préalablement. Alors pour ça, évidemment, il existe des solutions comme les abonnements MSDN de Microsoft, qui permet de pallier un peu à ce souci. Et également un besoin peut-être de formation, puisque c'est un sujet qui est pas forcément très connu. Ça fait intervenir beaucoup, encore une fois, d'outils, donc beaucoup de prérequis et de compétences nécessaires. En conclusion rapide, si on retient donc les avantages et les inconvénients de lab management, donc les inconvénients en quelque sorte, ça rejoint les contraintes qu'on a citées. Si je devais retenir quelques avantages, c'est surtout la possibilité de tester mon application dans des environnements différents, qui seront des environnements cibles pour mes clients par exemple, simuler un environnement de production. Évidemment, dans les environnements, je peux faire aussi des tests de charge, jouer des tests automatiques, et comme l'a montré Cyril, on peut avoir des vidéos, ce qui est pas mal en cas de problème. Pour aller plus loin, là, en lab management, on vous a montré le fond, les grosses fonctionnalités qu'on peut mettre facilement en œuvre. Évidemment, il y en a plein d'autres. Le test impact, l'IntelliTrace, on en a parlé, mais très rapidement. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Un petit point, il est possible de tester assez facilement Lab Management. Sur le site de Microsoft, je vous ai mis le lien, vous pouvez trouver des VM préconfigurés à mettre dans un serveur Hyper-V pour pouvoir tester ce qu'on vous a montré. Et un petit point, puisque on en parle, donc il y a la nouvelle version de TFS qui arrive, avec évidemment des nouvelles fonctionnalités au niveau de Lab Management, et notamment la possibilité de pouvoir se passer d'Hyper-V et de SCVMM pour créer ce qu'on appelle des environnements standards. Donc là, ça nous facilite en fait la création d'environnements pour des environnements existants. Voilà, je vais repasser la main à Marine pour un petit point sur le Megacamp Windows 8. Merci à vous deux donc, pour cette présentation. Effectivement, avant de prendre vos questions, donc Mathieu, j'ai bien vu ta question, mais on va y répondre juste après. Enfin, ils vont y répondre juste après. Je voulais juste vous parler donc, du Windows 8 Megacamp.
Donc c'est le prochain événement qu'on organise chez Microsoft. C'est donc 3 heures de démonstration et 3 heures de manipulation où vous apprenez à maîtriser de bout en bout le développement d'applications métro pour Windows 8 avec Visual Studio 11. Donc c'est le 29 mars chez Microsoft. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous inscrire très rapidement parce que les places sont limitées. Voilà, vous pouvez également retrouver sur notre site internet visualstudio.fr tous nos autres événements. Et vous pouvez également contacter Benoît Launay, chef de produit Visual Studio, qui répondra donc à toutes vos questions. Donc voilà, donc je repasse.